Bonjour à toutes et tous. Au programme aujourd'hui sur ce cours, une brève description de ce que sont les lésions cérébrales et une première introduction sur le phénomène de neuroplasticité. Une introduction relativement courte aujourd'hui puisque ce phénomène extrêmement important dans le phénomène d'apprentissage moteur et de rééducation sera abordé de façon beaucoup plus profonde, plus précise et plus variée dans d'autres cours qui vont suivre. Le cours qui est présenté ici se structure autour de deux grands chapitres. Quelles sont les causes des lésions cérébrales? Nous verrons qu'il y en a cinq. Et comment des zones du cerveau qui ont été lésées et qui ont été endommagées par ces lésions eh bien, peuvent se régénérer lorsque c'est possible et comment elles peuvent aussi se réorganiser. Donc voici l'objectif de ce cours, c'est de mieux comprendre un peu ce qu'on entend par le terme de lésion, puisque c'est un terme que nous employons régulièrement dans le cours, et ce que nous entendons aussi par ce phénomène de neuroplasticité. Alors comme vous pouvez le constater, on peut catégoriser les causes des lésions cérébrales, c'est-à-dire ce qui les provoque. Donc une lésion, c'est véritablement une partie du cortex et des neurones qui vont être endommagés et qui vont perturber le fonctionnement, voire l'anéantir totalement. Donc on peut noter cinq causes à ce dysfonctionnement et à cette disparition de fonction: les tumeurs cérébrales, les accidents vasculaires cérébraux, les traumatismes crâniens, les atteintes infectieuses et les agents neurotoxiques. Premier cas de figure, les tumeurs cérébrales ou ce qu'on appelle également, sur un jargon un peu plus médical, les néoplasmes. On peut voir ici sur ces photos, on voit ici une tumeur, on en voit ici une autre, donc qu'on voit très, très facilement. La première définition, on va dire, qu'on peut retenir de la tumeur, c'est une masse de cellules qui pousse indépendamment du reste du corps. Et donc évidemment, il existe différents types de tumeurs. Et les tumeurs, on va dire les plus fréquentes, elles correspondent à 20% de l'ensemble des tumeurs, sont des méningiomes. Alors, qu'est-ce qu'un méningiome? C'est une tumeur qui se développe à partir des méninges. Je vous rappelle que les méninges sont les trois membranes qui recouvrent notre système nerveux central pour le protéger. La plupart de ces tumeurs sont encapsulées. Alors une tumeur encapsulée, sa définition, c'est la suivante, c'est-à-dire qu'elle se développe à l'intérieur de leur propre membrane. Alors l'avantage de ces tumeurs, qui sont au niveau des méninges, donc sur la partie superficielle du cortex, c'est qu'elles sont faciles à identifier, et mais évidemment, on pourrait croire qu'elles sont bénignes, mais évidemment, si elles se développent trop, comme c'est le cas ici, eh bien, elles peuvent endommager des régions cérébrales par le phénomène de pression. C'est-à-dire que, en se développant en taille, eh bien, il va y avoir de la pression ici mécanique, hein, sur les neurones, et on peut imaginer ici que le cortex moteur est endommagé et que les neurones qui ont certaines fonctions, on va dire, de génération d'efférence pour les ordres moteurs peuvent être ici totalement endommagés. Donc il faut bien sûr intervenir, et ces interventions sont relativement simples puisque les tumeurs sont au niveau supérieur. Autre information aussi à avoir sur ces tumeurs de type méningiome ou de type encapsulé. Souvent, il arrive également que ces tumeurs se développent aux dépens de nerfs qui circulent dans le crâne, ce qu'on appelle les nerfs crâniens. Et dans ces cas-là, ces tumeurs s'appellent ces neurinomes, c'est-à-dire que ce sont des tumeurs qui, par le phénomène de pression, vont perturber le flux nerveux du nerf, et donc on appelle ça un neurinome. Donc un neurinome assez connu, c'est le neurinome de l'acoustique, puisque ce sont des tumeurs qui vont venir se développer à proximité de ce nerf et couper la transmission des messages nerveux acoustiques. Donc on retient qu'au niveau des tumeurs, premier cas de figure, il y a ce qu'on appelle les méningiomes, sont donc des tumeurs en superficie du système nerveux central. Deuxième type de tumeur, beaucoup plus
compliquées, beaucoup moins bénignes, ce sont ce qu'on appelle les tumeurs infiltrantes. Et parmi ces tumeurs infiltrantes, malheureusement, 1 sur 10, 10%, sont métastatiques, c'est-à-dire, vous l'avez compris, elles sont provoquées par des infections d'autres organes, par des métastases et par le cancer. Alors ces tumeurs infiltrantes, comme on peut les voir ici, elles se développent à l'intérieur du tissu. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Elles sont souvent beaucoup plus profondes, même si il peut y avoir des tumeurs infiltrantes. Mais on voit ici des tumeurs infiltrantes vraiment à l'intérieur du cortex. Et elles sont difficiles à extraire, plus difficiles également à identifier. On ne peut pas les identifier facilement au scanner. On est obligé d'utiliser des échographies pour pouvoir les identifier. Et donc, le souci de ces tumeurs, c'est donc leur détection, mais aussi leur extraction, puisqu'en voulant les extraire chirurgicalement, on peut provoquer des dommages et des séquelles sur des fonctions qui sont voisines. Donc, il faut faire évidemment très attention. Et elles peuvent soit se développer à l'origine dans les tissus, mais une partie d'entre elles eh bien, se développe en réalité à partir du réseau sanguin, à partir de métastases qui proviennent d'autres organes. Je vous rappelle que le concept de métastase, ça traduit l'idée d'une transmission d'une maladie d'un organe vers un autre organe. C'est ça le concept de métastase. Et donc très souvent, les tumeurs infiltrantes métastatiques qu'on retrouve dans le cortex proviennent du cancer du poumon. Donc associé à cette ressource, je vous ai remis la vidéo de l'opération chirurgicale qu'on avait vue en cours au premier semestre, où eh bien, la patiente eh bien, est atteinte d'une tumeur infiltrante extrêmement importante, et les chirurgiens, pour pouvoir extraire le maximum de tumeurs sans pour autant provoquer de séquelles collatérales, laissent la patiente éveillée et lui pose des questions. Et lorsque ses performances aux tâches d'attention on va dire, baissent de façon trop importante, c'est le signal pour le chirurgien pour avoir la limite de la zone dans laquelle il doit intervenir. Et je vous recommande vivement de revoir cette vidéo juste après ce cours pour bien comprendre la problématique. Je vous mettrai également une deuxième vidéo qui est d'un peu moins bonne qualité. Je n'ai pas réussi à l'avoir en meilleure qualité. C'est exactement le même problème. C'est une violoncelliste qui est opérée. Et justement, pour être sûr et certain de ne pas toucher à des fonctions importantes de cette personne, vous allez voir que pendant l'opération, elle joue du violon. Et évidemment, à partir du moment où les médecins ressentent qu'elle n'est plus capable de réaliser cette tâche, alors eh bien, c'est que la frontière à ne pas dépasser en termes d'acte chirurgical est atteinte. Deuxième grande cause des lésions cérébrales, c'est ce qu'on appelle les accidents vasculaires cérébraux, ce qu'on appelle également un infarctus cérébral. Et on va dire que ces phénomènes, évidemment, sont extrêmement durs à anticiper puisqu'ils surviennent brutalement. Ils sont extrêmement fréquents dans l'ensemble de nos pays, même des pays à haut revenu, avec des systèmes de santé élaborés. Il faut savoir que dans nos pays à haut revenu industrialisés, ils représentent très souvent la cause première des handicaps chez l'adulte. Et donc, il y a de grandes chances que dans votre carrière, eh bien, vous ayez à rééduquer la motricité et le comportement de personnes qui ont perdu des pouvoirs moteurs causés par ces AVC. Alors, les conséquences habituelles d'un AVC peuvent être évidemment de l'amnésie, souvent de l'amnésie rétrograde, plus rarement de l'amnésie antérograde, de l'aphasie. Alors de l'aphasie, ce sont des troubles du langage, des troubles de l'attention, des troubles de la perception, ça peut provoquer des paralysies, ça peut provoquer également des états comatiques. Évidemment, en fonction de l'importance de l'AVC et en fonction de la zone qui va être, on va dire, endommagée par cet AVC, eh bien, les conséquences seront différentes.
L'idée est, on va dire, pour comprendre un peu en quoi un AVC provoque on va dire des lésions cérébrales, c'est-à-dire vraiment la destruction d'un tissu cortical, euh, eh bien, c'est que les saignements provoqués par ces AVC, eh bien, vont détruire des neurones, des axones, des synapses, vont détruire véritablement, alors soit momentanément, on le verra, soit de façon définitive, ces zones. Et ces zones de tissu mort, ou ces zones en souffrance, qui sont provoquées par cet AVC, sont appelées des infacies, du mot infarctus cérébral. Alors, deux origines au niveau des AVC. Première cause qu'on appelle des hémorragies cérébrales. Alors ces hémorragies cérébrales, comme son nom l'indique, ce sont des saignements à l'intérieur du cerveau qui sont causés par la rupture soit d'un vaisseau cérébral, encore plus grave d'une artère, donc là évidemment l'AVC est énorme et gravissime, et cette rupture souvent de vaisseau provoque l'infiltration de sang qui va endommager l'ensemble du tissu neuronal. On appelle souvent ces saignements sont causés par des ruptures, ce qu'on appelle des ruptures d'anévrisme. Alors un anévrisme, c'est quoi? Un anévrisme, c'est la dilatation pathologique d'un vaisseau. Le vaisseau eh bien, se dilate, prend la forme d'un ballon, puis éclate. Alors, on peut détecter évidemment le risque de rupture d'anévrisme chez une personne justement en identifiant, on va dire, la forme de ces vaisseaux sanguins. Et bien sûr, ces personnes qui sont porteurs d'anévrisme doivent évidemment faire très attention à leur tension artérielle et surtout à ne pas l'augmenter subitement. Donc je présume qu'en cours, vous avez vu comment on rééduque des personnes à l'effort qui sont atteintes de tension artérielle. Et alors évidemment, une des causes, un des risques très importants, c'est de provoquer cette rupture d'anévrisme. Donc premier point, les AVC provoquent des lésions puisqu'ils génèrent des hémorragies, des saignements sanguins qui peuvent détruire des parties plus ou moins importantes dans des zones plus ou moins, on va dire, spécifiques de notre cortex. Deuxième origine des accidents vasculaires cérébraux, donc qui vont provoquer une détérioration ou un dysfonctionnement plus ou moins long de zones corticales, c'est ce qu'on appelle l'ischémie cérébrale. Alors cette ischémie cérébrale, sa définition, c'est qu'il va y avoir pendant un court instant une interruption d'un apport sanguin qui a pour conséquence une interruption d'un apport d'oxygène aux neurones qui sont très consommateurs évidemment d'énergie. On identifie trois causes que je vous cite, que vous pourrez noter. La thrombose, première cause, la thrombose. Alors la thrombose, T-H-R-O-M-B-O-S-E, c'est un bouchon. C'est un bouchon qui porte le nom médical de thrombus. On parle aussi de caillot, qui deuxième cause des ischémies cérébrales, les embolies. Alors une embolie, c'est une masse de graisse, un embole qui se déplace et qui à un moment donné peut réduire et arrêter le flux sanguin. Et donc les zones corticales ne sont plus du tout, on va dire, euh, ne sont plus du tout irriguées en oxygène. Et puis troisième cause, donc premier le thrombose, deuxième l'embolie, troisième l'artérosclérose, c'est un épaississement des parois, des conduits, et évidemment cet épaississement des conduits réduit le flux sanguin, et c'est souvent causé par des dépôts graisseux qui s'accumulent, d'où l'intérêt de vérifier les taux de cholestérol au niveau des prises de sang. Donc ces ischémies cérébrales peuvent être provoquées par trois causes: thrombose, embolie, athérosclérose. Ces trois causes peuvent bien sûr se combiner et on en sait maintenant un peu plus sur le phénomène de l'ischémie cérébrale. Alors, l'ischémie cérébrale, finalement, on se rend compte que ce qui va véritablement détruire les tissus corticaux, ce n'est pas spécialement l'arrêt
d'apport d'oxygène, ça va être plus être une conséquence autre, une conséquence indirecte, c'est que cet arrêt d'apport sanguin, donc avec un vaisseau qui se bouche, va déclencher euh, une libération de glutamate en excès. Et cette libération en excès de glutamate, voilà, cette mauvaise réaction de la part du neurone, va avoir pour conséquence, vous voyez ici en numéro 3, le glutamate en excès se fixe sur les récepteurs et va déclencher une entrée trop importante de quantité d'ions sodium et calcium, c'est-à-dire ce qu'il y a d'habitude pour la transmission d'un message nerveux, mais cette fois-ci l'ouverture, on va dire, des récepteurs MDMA est beaucoup trop importante, et cette entrée trop importante va détruire chimiquement le neurone. Et il va y avoir progressivement une détérioration progressive, soit du corps cellulaire, soit de l'axone, et le neurone va dégénérer, c'est-à-dire qu'il va mourir, et donc les synapses auxquelles il était rattaché vont également disparaître. Donc un AVC ischémique, le souci c'est que ça peut se dérouler sur plusieurs jours. Voilà, cet apport, donc on peut avoir un vaisseau bouché, il y a cette libération trop importante de glutamate qui apparaît. Et au départ, évidemment, il y a peu de signes de lésion. Et donc, dès que les premiers signes de lésion apparaissent, eh bien, il faut agir très vite parce que peut-être l'AVC a été provoqué il y a quelques jours. Il y a des progrès dans la prise en charge, c'est-à-dire que l'excès de glutamate, le fait de savoir que c'est cet excès de glutamate qui est une des causes importantes de l'ischémie cérébrale, fait que les équipes qui interviennent, les équipes médicales qui interviennent, lorsqu'elles soupçonnent un AVC, peuvent proposer des substances qui vont limiter la libération de glutamate et par là même limiter, on va dire, les conséquences de cet AVC qui aurait déjà débuté. Alors, des AVC, je pense que vous en aurez dans votre carrière. Vous avez ici la photo d'un AVC d'une personne, voilà, un AVC très important. Ici, si je relis mes fiches, c'est une personne qui avait une hypertension artérielle. Et puis, évidemment, il y a eu un accident vasculaire cérébral au niveau de l'artère, donc tout ce qui était, il y a eu énormément ici il y a eu une hémorragie extrêmement importante. Et vous voyez que cette hémorragie extrêmement importante, elle touche plusieurs zones du cortex. Et donc ces plusieurs zones du cortex, eh bien, elles peuvent provoquer, par exemple, chez ce patient, il y avait les muscles oculomoteurs qui étaient perturbés, qui étaient notamment, vous voyez qu'ici c'est à droite, donc toute la motricité de l'hémicorps gauche, que ce soit dans les muscles oculomoteurs pour aller chercher de l'information ou au niveau des membres qui se déroulent à gauche, eh bien cela est fortement perturbé par ce type d'AVC ici qui est extrêmement important. Troisième cause, ce sont les traumatismes. Alors les traumatismes sont des chocs du crâne et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il peut y avoir traumatisme crânien sans qu'il y ait fracture des os du crâne. Même parfois, il peut y avoir traumatisme sans qu'il y ait un endommagement de la boîte crânienne, pas de saignement, peut-être parfois il peut y avoir une bosse, mais ce n'est pas obligatoire. Alors on distingue, lorsqu'il y a traumatisme crânien, deux phénomènes. On va débuter par le moins important, c'est la commotion cérébrale, c'est-à-dire qu'il y a le cerveau qui va buter contre la boîte crânienne, et ce cerveau en butant va provoquer une commotion, c'est-à-dire qu'il va y avoir un trouble assez léger dans le temps de l'attention, de la conscience, c'est-à-dire qu'il va y avoir des désordres passagers et pas de lésions à long terme. Donc on parle ici de commotion parce qu'on ne détecte pas, comme ici, on ne détecte pas de saignement, de bleu. On parle de commotion lorsqu'il y a perte
perte de connaissance passagère et qu'il n'y a pas de dégâts détectés au niveau du cerveau. Par contre, lorsqu'il y a des dégâts détectés, c'est-à-dire lorsqu'il y a des contusions, ces traumatismes eh bien, vont prendre la forme d'un hématome. Et en fait, cet hématome est dû à la rigidité de la boîte crânienne, c'est-à-dire quand vous avez un choc, eh bien très souvent, quand vous avez un choc à droite, votre cerveau va venir euh, vraiment se choquer sur la partie opposée de la boîte crânienne et ça va provoquer des hématomes. Et comme on peut voir ici dans cette figure, on a ici voilà, un grand hématome qui va venir perturber le fonctionnement. Donc évidemment, en fonction de la contusion, il peut y avoir des saignements qui vont détruire définitivement certaines zones ou simplement le temps que le bleu se fasse et que le sang soit résorbé, les fonctions peuvent revenir progressivement. Je reviens quand même sur les commotions cérébrales. Évidemment, les commotions cérébrales sont moins graves que les contusions, sauf si elles se répètent fréquemment et qu'à force de commotion cérébrale sur des zones identiques, eh bien, il puisse y avoir des lésions finalement qui apparaissent et qui peuvent devenir irréversibles. Donc vous avez entendu parler qu'il existe maintenant des protocoles dans certains sports comme le rugby, comme la boxe, qui visent à protéger les sportifs de commotion à répétition et surtout d'avoir un temps de récupération entre deux chocs qui soit suffisamment long pour que le tissu cortical ait le temps de se régénérer. Et sachez que le fait d'avoir des commotions répétées a rendu certains boxeurs, a transformé le comportement certains boxeurs vers la folie. Et il y a une maladie qu'on nomme même de la démence pugilistique à cause de ces commotions à répétition. Les deux dernières causes sont, on va dire, qui provoquent des lésions sont des causes infectieuses. Alors, première cause d'infection, ce sont des micro-organismes comme des bactéries, comme des virus, qui peuvent endommager le système nerveux central et détruire certaines zones. Donc, c'est pour ça qu'il existe certains vaccins hein, sur certaines maladies de ce type. Ou alors des agents neurotoxiques, comme des substances chimiques qui peuvent passer par la digestion, les poumons, la peau. Donc on connaît l'exemple du mercure, du plomb, de l'alcool, de l'amiante, qui peuvent provoquer des lésions lorsque l'on est, on va dire, confronté à long terme face à ces substances. Donc voici le panorama général des causes qui provoquent des lésions cérébrales et donc un dysfonctionnement du cortex et notamment des fonctions, nous en ce qui nous concerne, des fonctions motrices, puisqu'on est dans un cours sur les apprentissages moteurs et le développement et la récupération des fonctions motrices. La question est la suivante, est-ce que ces lésions, évidemment, en fonction de leur gravité, peuvent avoir des répercussions irréversibles? Mais pour beaucoup d'entre elles et la majorité, il est possible de récupérer certaines fonctions par le phénomène de neuroplasticité. Donc, quel est ce phénomène? Qu'est-ce qu'on entend par neuroplasticité après la lésion? On peut retenir une première définition de la neuroplasticité, c'est une capacité qu'a notre cerveau de remodeler son organisation en permanence. Et nous allons voir ce semestre que les formes de cette réorganisation, ces formes-là de réorganisation, eh bien, sont multiples. Et aujourd'hui, nous allons en voir quelques-unes. Nous allons en voir 4 de façon assez rapide. Premier type de réorganisation, de la réorganisation négative, c'est ce qu'on appelle de la dégénérescence. Ça peut être dû à cause d'une lésion, évidemment, comme on le voit aujourd'hui. Ça peut être dû à cause de maladies comme Alzheimer. Ça peut être causé simplement par la vieillesse. Il peut y avoir de la régénération, c'est-à-dire que ce qui a été détruit se reconstruit. On verra que c'est plutôt rare. Il peut y avoir de la réorganisation, c'est-à-dire que le réseau se reconstruit mais de façon différente. Et il peut y avoir également de la récupération fonctionnelle, ce qu'on verra plus tard, c'est-à-dire que la même fonction est supportée par d'autres neurones qui ont pris le relais de neurones qui ont été endommagés. Alors, premier cas de figure, qu'est-ce qu'on entend par dégénérescence? Donc la dégénérescence neuronale,
euh, c'est la disparition progressive d'un neurone qui se délite, qui s'effrite, qui disparaît, qui meurt, et avec lui, évidemment, un réseau, il perturbe un réseau. Donc on a ici plusieurs cas de figure, avec une vue de l'esprit relativement simple. On a 3 neurones à chaque fois. Donc il faut imaginer qu'en réalité, ce sont des dizaines et des dizaines de milliers de neurones qui sont concernés. Et dans premier cas de figure, dans une dégénérescence antérograde, c'est le segment distal du neurone qui est lésé et qui dégénère. Et en quelques heures, eh bien, c'est l'ensemble du neurone qui commence à gonfler puis qui se fragmente. Donc on a ici une coupure et puis en quelques heures, vous voyez, on a ici une coupure, boum, et puis en quelques heures, le neurone ici se, se fragmente, donc ici distal, puis le corps cellulaire disparaît, puis l'ensemble des neurones disparaît. Donc ça, c'est ce qu'on appelle ici une dégénérescence antérograde. Dans une dégénérescence rétrograde, c'est le corps cellulaire d'abord qui dégénère, et puis au fur et à mesure, c'est l'axone qui dégénère, etc. Et dans les dégénérescences transneuronales, c'est le neurone entier qui a été détruit. Et en étant détruit en entier, il peut impacter les neurones voisins. Je vous rappelle qu'un neurone peut être en contact avec 20 000 autres neurones. Donc il peut y avoir, vous voyez, des dégénérescences comme ça en cascade. Donc soit dû par une hémorragie cérébrale ou une ischémie cérébrale, mais il peut y avoir un phénomène de dégénérescence, c'est-à-dire les neurones qui se détruisent eux-mêmes et qui disparaissent. Comment les neurones peuvent renaître de ça? Comment donc les neurones se régénèrent après une lésion? Euh, Première chose à avoir en tête, d'abord, la régénération n'est pas automatique. La repousse du neurone qui est lésé ne se passe pas si bien chez les vertébrés supérieurs que nous sommes que chez la plupart des vertébrés inférieurs. Et on peut dire que dans notre système nerveux central, la régénération est quasi nulle, alors qu'elle pourrait être un peu plus présente dans le système nerveux périphérique. Mais l'idée est la suivante. Lorsque vous avez une lésion ici, tout à gauche, où tout est coupé, tout est totalement lésé, alors il n'y a pas de repousse, il n'y a pas de régénération. Si il y a une section, mais que cette section n'a pas été totale, c'est-à-dire que la gaine de myéline a été endommagée, mais elle subsiste encore, il peut y avoir régénération neuronale, mais vous voyez, le neurone vert qui était avant connecté au neurone vert peut se connecter par exemple avec le neurone jaune. Dit autrement, il y a régénérescence, mais le réseau a changé. Et il va donc falloir rééduquer. Et c'est ce qui explique par quoi, après certains AVC, votre mission sera de rééduquer le réseau de neurones pour retrouver de la motricité, retrouver de la perception. Et puis, troisième cas de figure, là c'est le cas idéal, c'est lorsque la lésion a légèrement endommagé la gaine de myéline, mais celle-ci ne s'est pas fendue, elle a pu jouer son rôle de protection, et par conséquent la repousse neuronale s'effectue en préservant le réseau neuronal, et évidemment la récupération dans ces cas-là se fait de façon beaucoup plus facilement. Donc quand je vous parle de système nerveux périphérique et de système nerveux central, évidemment, le système nerveux périphérique, ce sont les motoneurones, c'est tout ce qui se situe, on va dire, à la périphérie du système nerveux central. Et il semblerait que les neurones du système nerveux périphérique peuvent parfois mieux se régénérer parce que il y a une cellule qui s'appelle la cellule de Schwann, et cette cellule de Schwann pourrait, on va dire, stimuler la repousse, notamment de la myéline, et cette cellule de Schwann est beaucoup moins présente, n'existe pas dans le système nerveux central. Voici ici un exemple de neurones du système nerveux périphérique. Donc on voit ici chez l'animal des neurones du système nerveux périphérique qui ici donc pourraient régénérer si les sections ne sont pas aussi importantes. Troisième visage de la neuroplasticité qu'on élabore aujourd'hui dans la régénération neuronale, il peut y avoir aussi une repousse neuronale.
comme on peut le voir ici. Donc vous voyez ici, il y a une lésion, donc ce neurone-là dégénère. Et le réseau est donc divisé par deux, la force du réseau est donc divisée par deux. Et il peut y avoir des repousses axonales d'autres neurones pour justement se reconnecter ici. Donc il y a une dégénérescence d'un neurone, mais il peut y avoir régénérescence et repousse collatérale d'un autre neurone. Donc là encore, vous voyez qu'il peut y avoir, après une lésion, une réorganisation du réseau avec une régénérescence, des repousses, mais il y a très souvent des réorganisations neuronales. Donc le réseau change, la transmission des informations change, et c'est pour cette raison qu'il y a des séances de rééducation pour retrouver de la mobilité, pour recalibrer un réseau qui a été désorganisé par la lésion. Dernière diapositive de ce cours qui est plutôt une ouverture qu'une conclusion. Cette réorganisation neuronale va évidemment suivre plusieurs logiques et nous verrons ça dans les cours suivants. C'est-à-dire que lorsque vous avez des lésions au niveau de certains neurones, eh bien, il est possible que des neurones voisins, comme on vient de voir là sur des repousses, ou carrément des neurones qui étaient dans une zone voisine, prennent en charge, se mettent à prendre en charge la nouvelle fonction. Et nous verrons que lorsqu'il y a lésion des aires corticales primaires, il peut y avoir d'autres zones qui peuvent être sollicitées pour générer la fonction, pour mettre en place la fonction. Donc nous verrons par exemple des exemples où parfois le cortex visuel peut être sollicité pour venir supplémenter le cortex somesthésique. Donc on verra dans quel cas de figure, notamment chez des personnes aveugles. Et puis nous verrons également aussi les lésions périphériques qui parfois peuvent impacter la réorganisation au niveau central. Donc nous verrons plus tard que parfois il y a des perturbations au niveau périphérique qui génèrent des réorganisations au niveau du système nerveux central, et il y a parfois des désorganisations du système nerveux central qui vont générer une réorganisation du système nerveux central pour on va dire, continuer à sauvegarder la fonction qui se situe à la périphérie. Donc, fin de ce cours. Moi, ce que je vous demande de retenir de ce cours, alors bien sûr, la capsule est courte, mais mon débit est important, donc je vous invite à faire des arrêts sur image et de repasser cette vidéo. Je vous invite vraiment à bien identifier les différents types de lésions possibles et de comprendre ce phénomène de neuroplasticité qui, on l'a vu aujourd'hui, prend la forme ici de réorganisation vraiment au niveau microscopique, au niveau du neurone, c'est-à-dire le neurone qui se régénère, qui se réorganise avec des repousses d'axones collatérales. Et puis nous verrons plus tard des neuroplasticités plutôt à des échelles un peu plus macro, c'est-à-dire au niveau des aires corticales, de zones différentes qui prennent en charge les fonctions qui ont été perdues. Et nous verrons cela dans un prochain cours. Je vous souhaite un bon travail et un bon visionnage de l'ensemble des vidéos.